analyser la psychologie, mais Bien qu'ils sûr. ils ont peur de passer le cap. Bah, la première chose, c'est qu'il faut savoir que faire l'effort sur soi, mais nous avons aussi une conception, on va dire, positiviste. Mhm. C'est-à-dire que ce qui est important pour moi dans ma pratique, c'est de dire aux gens, écoutez, on ne va pas partir sur vos défauts, on va partir sur vos qualités. Mhm. On ne va pas partir sur ce que vous ne savez pas faire, on va partir sur ce que vous savez faire, de manière à ce que vous puissiez faire mieux ce que vous savez faire et que vos ressources personnelles, on va les développer ensemble. Je n'ai pas la baguette magique, je n'ai pas la science infuse, mais par contre, j'ai un savoir, une compétence qui vont faire que quand je vais vous écouter, je vais essayer de voir quelles sont les ressources que vous avez du mal à développer. On va les pointer du doigt ensemble, on va avancer ensemble. Par conséquent, il n'y a pas de jugement. C'est vrai que la psychologie est restée très souvent, très longtemps dans cette histoire de papa, maman, complexe d'Oedipe, etc. Bien sûr, ce sont des concepts qui existent, mais de manière dynamique dans le quotidien, c'est vraiment développer des ressources individuelles et travailler sur ce qui est positif et faire avancer les gens. Je veux dire que pas savoir ce qui les bride, mais les aider à avancer. Par conséquent, quand on a une vision positive des choses, automatiquement les gens trouvent rapidement des solutions et peuvent avancer. Et c'est vrai que très souvent, on a le sentiment qu'aller chez le psychologue, c'est ressasser toute sa vie, les problèmes, les ceci, les cela, alors qu'en réalité, on peut parler de ça, mais on peut parler de manière positive. C'est-à-dire que c'est à la fois ce que j'ai pas su faire, mais c'est surtout comment j'ai fait pour dépasser ces caps difficiles, pour arriver à m'en sortir. Parce que quand on vient chez le psychologue, on n'est pas désespéré. On a une souffrance certes qui est importante, mais on a déjà pu faire un bout de chemin seul. Par conséquent, le psychologue, c'est pas le gourou. C'est pas celui qui va vous faire en une minute découvrir tout ce que vous êtes capable de faire, vous donner des compétences que vous n'avez pas. Par contre, il va vous accompagner, vous dire écoutez, là, je pense que vous pourriez faire mieux. On peut faire ça ensemble. Essayez de faire telle ou telle chose. C'est-à-dire qu'on va vraiment être dans quelque chose de l'ordre de l'accompagnement pour faire en sorte que chacun puisse développer ses ressources au maximum. Alors, monsieur Lucier, d'où vous est venue en fait cette passion pour la psychologie? J'ai vraiment envie de savoir, je pense que les téléspectateurs aussi ont envie de savoir, vraiment, mais quand, à quel moment vous vous êtes dit, ah, bah, je vais être psychologue, je vais aider les gens à affronter leurs difficultés? Alors, la psychologie, en fait, est venue depuis très très longtemps dans le besoin de comprendre les gens. Quels sont les hommes? Que sont les individus? Les hommes avec un grand H, Mhm. hommes comme femmes, évidemment. Qu'est-ce qui fait qu'ils vont bien, mais qu'est-ce qui fait qu'ils vont mal? Et c'est pour ça d'ailleurs que je me suis intéressé à l'expertise judiciaire. Je suis, comme vous le savez, expert judiciaire. Mhm. Et je me suis intéressé au dysfonctionnement. Je me dis, mais jusqu'où l'homme est capable d'aller? Et je me suis aperçu, avec une expérience quand même de plus de 20 ans d'expert judiciaire, que l'homme est capable de tout faire. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut imaginer dans la cruauté, mais également dans la bonté. Bonté. Par conséquent, c'est important de comprendre que l'homme est capable de ce panel, parce que l'être humain finalement est, comme disait Aristote, un animal social. Parfois, il est très très animal, parfois il est très social. Et par conséquent, j'ai eu besoin de comprendre un peu quels sont les ressorts qu'on met en place pour être capable du meilleur comme du pire. Donc ça a été vraiment cette première passion, comprendre les ressorts humains, ce qui motive les hommes à agir. Et puis par ailleurs, il y a aussi ce qu'on appelle dans notre discours de psychologue, la fonction de réparation. C'est vrai que tous ceux qui sont psy ont besoin de dire, tiens, j'ai le sentiment que je pourrais aider les gens à aller mieux. Je n'ai pas la solution, mais je pourrais les aider parce que j'ai assez d'écoute, j'ai assez d'empathie, j'ai assez d'amour, j'ai assez de choses à partager avec les autres et par conséquent, j'ai envie que les gens aillent mieux et je pense que je suis capable de le faire. Alors évidemment, ça fait un peu prétentieux. Mhm. Mais c'est vrai qu'il y a un peu cette envie de voir autour de soi que les gens aillent mieux et faire en sorte de contribuer à ça. Ben, si on peut contribuer à ça, notre job, c'est ça. C'est-à-dire que d'ailleurs, je m'aperçois dans le cadre de mon activité d'expert judiciaire, même quand je rencontre des gens qui sont d'une dangerosité absolue, ben, je recherche toujours ce qu'il y a d'humain en eux, parce que je pense que si on commence à désespérer de l'être humain, alors le monde est fichu. Et notre rôle, à nous en tant que psychologues, c'est de faire en sorte que les gens sortent de la désespérance, que mettre l'amour par-dessus tout, faire en sorte que l'humanité demeure toujours, même derrière la plus grande cruauté, même derrière de ce qu'on pourrait penser qui serait de l'ordre de la monstruosité. Et notre job, c'est ça, rechercher la petite flamme humaine dans les individus et leur permettre de s'exprimer et de la développer, cette petite flamme. Alors justement, vous avez parlé vraiment de ce côté du pire comme du meilleur. Oui. Est-ce que vous avez déjà été confronté à des cas? Alors nous avons eu des invités, on va dire, qui ont des difficultés, mais ils n'ont pas atteint un degré un état où ils ont commis
le pire. Au contraire, ils ont dépassé leurs difficultés pour devenir meilleurs. Mais est-ce que vous avez le contraire? Des gens qui ont fait que de sombrer, ils ont donné le pire. Ça arrive? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que j'ai rencontré en tant qu'expert judiciaire, pas donc en Guadeloupe, parce que je fais expert judiciaire dans un certain nombre de cours d'appel de la France hexagonale, et j'ai eu effectivement à rencontrer des personnes qui avaient commis des actes extrêmement graves, qui sont d'ailleurs malheureusement par leur pathologie, leur difficulté de socialisation, sont quasiment incapables de vivre en dehors d'un hôpital psychiatrique ou de la prison, compte tenu du fait que ce sont des gens qui peuvent être d'un comportement tellement, je dirais, destructeur pour eux-mêmes et pour la société, qu'ils ne peuvent pas vivre dans une société, entre guillemets, normale. Et c'est vrai que, quelque part, c'est aussi douloureux, mais notre rôle, c'est aussi de leur dire ça, de leur dire que, vous savez, compte tenu de vos comportements, malheureusement, il est difficile pour vous d'intégrer une société. Mais eux-mêmes, d'ailleurs, finissent par le comprendre, parce qu'ils se disent, mais vous savez, avec le parcours, je pense notamment à quelqu'un que j'ai vu qui avait commis un certain nombre de crimes, qui me disait, mais vous savez, je pense que je ne peux pas vivre comme tout le monde. Je ne peux pas vivre dans la société comme tout le monde parce que je n'en suis pas capable. Et c'est vrai qu'effectivement, notre rôle, c'est justement de restituer l'humanité en disant, mais écoutez, même si vous avez du mal à vivre ou vous n'êtes pas capable de vivre dans la société, mais l'être humain en vous est capable de le reconnaître. C'est-à-dire que même derrière quelqu'un qui aurait commis le plus abominable des crimes, notre rôle, c'est de restituer l'humanité et que la personne puisse comprendre exactement cette part d'humanité. Une part de conscience de ses actes, alors. Alors, notre rôle, c'est justement de faire en sorte que la conscience puisse émerger. Vous avez des gens qui sont dans le déni complet. Ah, okay. Je veux dire, ce qui est assez surprenant, des gens qui ne sont pas forcément, n'ont pas de pathologie mentale. Vous avez des gens qui commettent des actes graves, qui, par exemple, qui détournent des milliards, qui vous disent, ben, écoutez, c'est pour le bien de la société, alors qu'ils ont détourné donc des milliards. Par conséquent, on se rend bien compte que ce qu'on appelle, si vous voulez, la cruauté humaine n'est pas forcément dans le crime le plus absolu. Ça peut être dans des détournements de voilà, tous les jours aussi. Voilà. Je veux dire que, et c'est ça qui me semble être important, c'est qu'on a toujours tendance à associer perte d'humanité avec un crime important, alors qu'en réalité, vous avez des gens qui commettent, je dirais, des larcins quotidiennement et qui sont dans le déni total de l'humanité de l'autre en estimant que de toute façon, moi, ce qui m'intéresse, c'est prendre ce qui m'intéresse, prendre mon plaisir. Sans penser à l'autre derrière sans qui penser à l'autre et qui exactement, souffre. Exactement. Effectivement, en vous écoutant, je me rends compte en fait que il y a toujours le bon, il y a toujours le pire, bien mais qu'effectivement, dans notre vie de tous les jours, ça serait bien que personnellement, chacun d'entre nous, on puisse prendre conscience de nos actes vis-à-vis d'autrui, parce que peut-être que pour nous, dans notre conscience, on se dit « Ah oui, mais c'est normal, c'est bon, ça voilà, j'agis normalement. » Mais en fait, on est en train de détruire l'autre à côté de nous. Et c'est de là que vient la cruauté humaine. C'est que par rapport à l'autre, peut-être que nous, pour nous, ça nous convient. On va se dire « Ouais, mais le gars, il est mort, voilà, tranquille. Bon, ça n'agit pas sur notre conscience personnelle, mais sur la conscience de l'autre qui subit le crime et qui voit le crime, ça peut la détruire complètement. C'est ça. Je pense que c'est ça qui est important. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on juge souvent les actes, on doit juger d'abord les hommes. Et par conséquent, ce qui est important, c'est que quand on a un avis sur une personne, ce n'est pas sur ce qu'elle a commis, c'est sur la conscience qu'elle a de ce qu'elle a commis. Est-ce que pour elle, elle a conscience d'avoir commis quelque chose de grave qui affecte l'humanité entière, pas seulement elle, et la personne victime ou sa famille, mais derrière son acte, qu'est-ce qu'elle a comme réflexion, comme analyse? Par conséquent, vous pouvez avoir des actes qui sont graves avec une analyse importante, des actes qui sont moins graves avec aucune analyse. Par conséquent, ce qui me porte en tout cas pour la personne que je suis au-delà du professionnel, c'est la capacité que l'être humain a à prendre conscience de ses actes et à les analyser pour faire en sorte d'éviter de se retrouver dans la même situation, mais se dire finalement j'ai fait souffrir quelqu'un ou plusieurs personnes et qu'est-ce que je suis prêt à faire pour éviter de ça? Je peux comprendre les raisons pour lesquelles je le fais, mais surtout comprendre que ce qu'on fait aux autres. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui est assez surprenant, c'est cette espèce de comportement un peu presque glacial des êtres humains. Je fais quelque chose, les conséquences de ce que je fais, je m'en fiche royalement. Tout à fait, de plus en plus. Surprenant. Alors qu'en réalité, on rappelait quand même que Rabelais disait « science sans conscience n'est qu'au ruine de l'âme ». Par conséquent, si on n'a pas conscience de ce que l'on fait, de la portée de nos actes, c'est extrêmement grave. Ça veut dire que la société devient une société de malades. Parce que la vraie folie, ce n'est pas la psychose. La vraie folie, c'est de faire des actes où on n'a aucune conscience de leurs conséquences et où voire même on se fiche de leurs conséquences. Et ça, je crois que c'est extrêmement grave. On est dans une déshumanisation. Et c'est ça, justement, notre rôle, c'est de restituer l'humanité en disant, je m'écoutez, mais ce que vous faites là,
Par exemple, je décide, je n'en sais rien, de dire, ben tiens, je vais construire 1000 buildings ou 100 buildings. Ok, c'est bien, mais qu'est-ce que l'on en fait? Alors, évidemment, pour le giganticisme, c'est génial, mais quel intérêt ça a pour la population? Quand je prends une décision, je dois toujours me dire, et Sartre parlait de l'existentialisme en disant, mais écoutez, mais il faut penser à ça. Quand je fais quelque chose, ça a une incidence sur les autres. Donc, quelle incidence ça a sur les autres? Qu'est-ce que l'incidence que le comportement des autres a sur moi? Ayons toujours ce double regard. Ce que je fais, pas en termes de bien ou pas bien. Bien évidemment, il faut que me faire le bien que le mal. Bien sûr. Mais ce que je fais, quelle incidence ça aura sur les autres? Réfléchissons aussi à ça. Cessons d'être des robots, des gens qui agissent simplement parce qu'ils estiment que c'est bien, que c'est juste pour nous. Oui, mais pour vous, c'est juste. Mais est-ce que pour ceux qui sont autour de vous, est-ce que c'est juste? En fait, il faut Voyons juste un peu pour garder ça. un juste milieu. Parce qu'il Oui. faut effectivement prendre conscience qu'il y a autrui à côté, mais il Oui. faut aussi prendre conscience de soi. Parce qu'on peut s'oublier pour autrui Exactement. et avoir justement le revers de la médaille. C'est qu'en Bien sûr. s'oubliant pour autrui, Bien on sûr. s'oublie soi-même. Bien sûr. Et on peut tomber dans la paranoïa, la dépression et tout. mhm, Et le revers aussi, c'est que de ne pas prendre assez conscience d'autrui qui est à côté de nous et de nos actes et des conséquences que cela engendre, eh ben, ça crée tout l'effet aussi contraire. Bien sûr. C'est impressionnant, hein? Mais- C'est vraiment un juste milieu des choses en fait. Ce qui manque, c'est quand même ce que vous avez dit là, ce que vous avez développé. Je prends l'exemple de l'abbé Pierre. Le film Hiver 54 en parle. L'abbé Pierre, qui est député, issu d'une famille riche, dit, mais écoutez, c'est pas possible de vivre dans un pays où il y a des gens qui meurent de faim. Je remets mon mandat de député, je décide de créer donc Emmaüs. Je crois dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de gens comme ça. On a plutôt l'inverse. On a plutôt l'inverse. Et je pense que maintenant. ceux qui souffrent pour les autres sont plutôt rares. Ceux qui profitent des autres sont plutôt nombreux. Et je pense que justement, il faudrait, comme vous avez dit, qu'on inverse le rythme en disant, mais pensons un peu plus aux autres. Arrêtons de penser uniquement à nous. Qu'est-ce que les autres vont devenir si j'agis comme ça? Qu'est-ce que je vais devenir en agissant? Et puis, accepter aussi de se regarder de temps en temps dans le miroir. Ce que j'ai fait, je fais un bilan. Ce que j'ai fait, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Qu'est-ce qui n'a pas donc été bien? Qu'est-ce qui a été bien? Ayons toujours cette notion de se remettre en question. Et je pense que ça, c'est extrêmement important. On n'a jamais tout fait bien, on n'a jamais tout fait mal. Oui, l'erreur est humaine de toute L'erreur- façon. Exactement. Mais le mieux, c'est de toujours se remettre en question Exactement. pour essayer d'avoir une meilleure version de soi-même et de toujours se dire, ben là, je me suis peut-être trompée, j'aurais dû faire ça comme ça, mais je prends conscience en fait que mon acte, sur le moment, n'a pas été celui qu'il fallait, Exactement. tout simplement. Exactement. Et je pense que c'est vraiment important. En tout cas, monsieur Héron Huissier, merci. Merci, on arrive à la fin de notre émission spéciale avec vous. Et merci encore pour cette saison magnifique d'Intimate Talk. Et on se retrouve pour la saison 2, hein? Parce que Exactement. la saison 2 arrive. On continue, on continue. On ne change pas une équipe qui gagne. Ah non, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc, chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi votre épisode inédit d'Intimate Talk. Et on se retrouve très bientôt pour la saison 2. Bye bye!